Bonjour, voici une nouvelle capsule vidéo sur un chapitre de mécanique, mais cette fois sur de la mécanique des fluides. Et ce chapitre P7 s'intitule « Description d'un fluide au repos ». Alors, dans un premier temps, on peut se poser la question de ce qu'est un fluide. La définition d'un fluide, c'est un corps qui peut s'écouler. Il n'a pas de forme propre et prend la forme du récipient qui le contient. Par conséquent, deux possibilités, un fluide est soit un liquide, soit un gaz. Donc, la mécanique des fluides étudie le mouvement des liquides et des gaz. Alors, voyons la description d'un fluide au niveau, dans un premier temps, microscopique. Alors, prenons l'exemple pour les liquides et l'exemple pour les gaz. Alors, à l'état liquide, les particules sont proches les unes des autres et elles sont mobiles les unes par rapport aux autres, ce qui nous donne une représentation au niveau microscopique de cette façon-là, avec des particules proches mais mobiles les unes par rapport aux autres. Je vous rappelle qu'à l'état solide, les particules sont très proches les unes des autres, mais immobiles les unes par rapport aux autres. Donc là, elles deviennent mobiles, et quand on passe à l'état gazeux, les particules sont éloignées les unes des autres, et elles sont en mouvement désordonné, ce qu'on pourrait représenter par ce type de schéma, avec des particules en mouvement désordonné et éloignées les unes des autres. Donc là, on a la description d'un fluide au niveau microscopique. On voit rarement un fluide au niveau microscopique. Nous, en général, on parle d'un fluide au niveau macroscopique, quand on peut voir le fluide dans son ensemble. Pour décrire le fluide dans son ensemble, on aura accès à trois grandeurs, qui sont la masse volumique, la température et la pression du fluide. Ces trois grandeurs macroscopiques sont directement liées à des phénomènes microscopiques. Par exemple, la masse volumique, elle, correspond microscopiquement au nombre de particules qu'il y a par unité de volume. La température correspond à l'agitation des particules. Plus les particules vont être agitées, plus la température va s'élever. C'est ce qu'on appelle aussi l'agitation thermique. Imaginez-vous en train de courir dans la cour de récréation. Si vous courez et que vous courez beaucoup, votre température corporelle va augmenter beaucoup plus fortement que si vous ne bougez pas du tout. Donc, c'est pareil pour les particules. Plus elles sont agitées, plus la température du fluide augmente. Et pour la pression, c'est relié directement au niveau microscopique au choc des particules contre une paroi. La pression, c'est le fait de pousser, d'appuyer. Donc les particules vont taper contre la paroi. Vous pouvez reprendre la diapo précédente avec la représentation d'un gaz au niveau microscopique. Ça tape contre les parois, ça appuie contre la paroi et donc ça fait de la pression. Donc ces trois grandeurs, nous allons les développer dans la suite de ce chapitre, masse volumique, température et pression. Et nous allons commencer tout de suite par la masse volumique que vous connaissez normalement déjà. La masse volumique ρ, donc ça se prononce ρ, c'est la lettre grecque, c'est le P un petit peu penché, d'un corps solide, liquide ou gazeux est définie par la relation ρ égale m sur V, avec ρ la masse volumique en kg par mètre cube, m la masse du corps en kg et V le volume du corps en mètre cube. Alors, j'ai utilisé les unités du système international. Kilogramme pour la masse, mètre cube pour le volume, donc kilogramme par mètre cube pour la masse volumique. Par contre, très régulièrement, en physique ou en chimie, on utilise soit le gramme par centimètre cube, soit le kilogramme par litre, ou des fois le gramme par litre. En fait, on utilise l'unité qui nous arrange le plus dans les calculs, sauf si
on a besoin d'exprimer les choses dans l'unité du système international. Sinon, on peut prendre la masse dans l'unité qui nous arrange et le volume dans l'unité qui nous arrange. Il faudra bien faire attention à modifier l'unité ici de la masse volumique dans ce cas-là. Et on a une masse volumique de référence qu'il faut absolument connaître, qui n'est pas très compliquée. La masse volumique de l'eau, ρ de l'eau, est égale à 1 kg par litre. Donc ça, je pense qu'on le retient assez facilement. 1 litre d'eau pèse 1 kg, donc 1 kg par litre, ce qui est équivalent à 1 g par centimètre cube. Ça veut aussi dire 1 g par millilitre, ici. Centimètre cube, c'est millilitre. Ou à 1000 kg par mètre cube. Il faut surtout retenir 1 kg par litre. Et puis après, on fait des conversions. Passons au deuxième paramètre qui est la température. Alors ici, il y a une relation qui permet de passer des kelvins au degré Celsius. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ces unités? Eh bien, tout simplement, dans le système international, la température est notée grand T et s'exprime en Kelvin, K. C'est l'unité officielle de la température. Mais nous, on utilise le degré Celsius, qui est une unité plus adaptée pour nous et plus usuelle. Et la température en degrés Celsius se note θ, cette lettre grecque-là, qu'on prononce donc θ. Alors, il existe d'autres unités de température, comme le degré Fahrenheit, mais qui n'est pas un degré ni usuel pour nous, ni officiel dans le système international. C'est les anglo-saxons qui utilisent le degré Fahrenheit. Donc, cette relation permet de passer des degrés Kelvin au degré Celsius. Donc, il suffit d'ajouter 273 à la température en degrés Celsius. Ce qui signifie que, par exemple, aujourd'hui, il fait 27 degrés Celsius à l'extérieur, donc il fait 300 degrés Kelvin, 300 Kelvin à l'extérieur. Cette unité Kelvin, elle a été décidée par rapport à ce qu'on appelle le zéro absolu, la température la plus basse sur laquelle on se base, qui est moins 273 degrés Celsius, et on appelle ça le zéro absolu, 0 Kelvin. Et voyons maintenant ce qu'il en est de la pression. La pression est notée petit p et s'exprime en pascal, PA. Elle correspond à la poussée qu'exerce le fluide sur une paroi, comme je vous le disais précédemment. Alors le pascal, PA, en hommage au physicien Blaise Pascal, est l'unité officielle de la pression dans le système international. C'est celle qu'on utilise dans les calculs, dans les parutions scientifiques, etc. Par contre, il existe d'autres unités, comme notamment l'hectopascal, qu'on utilise en météorologie, avec 1 hectopascal qui vaut 100 pascal, dans le tableau de conversion classique, kilo, hecto, déca, puis l'unité. Donc 1 hectopascal, c'est 100 pascal. On utilise aussi le bar, avec 1 bar égale 10 puissance 5 pascal. Alors bar, on l'utilise souvent si vous allez gonfler les pneus d'une voiture, on utilise une pression notée en bar. D'où aussi le nom de baromètre. Et puis une dernière, l'atmosphère, avec une atmosphère qui vaut 1,013 fois 10 puissance 5 pascal. Donc il faudra savoir passer de l'une à l'autre, de pascal à bar ou de atmosphère à pascal à bar, peu importe, mais les conversions, les bases de conversion vous seront données. Il faut simplement savoir faire un produit en croix, en gros. Donc là, on a la pression. Et cette pression nous amène à ce qu'on appelle la force pressante. Une force pressante correspond à l'action de contact exercée par le fluide sur une surface. En fait, c'est quand j'appuie sur une surface, j'exerce une force pressante. Moi, je sens quand j'appuie sur un mur que j'appuie dessus, donc que j'exerce une force. Eh bien, un fluide va exercer une force pressante aussi, même si on ne le ressent pas. Le fluide exerce la force pressante. C'est ce qui se passe au niveau d'un barrage. Il y a la quantité d'eau qui appuie sur la paroi du barrage. Et on a une force, donc on a un vecteur force pressante qui possédera
4 caractéristiques comme tout vecteur force, une direction qui sera perpendiculaire à la surface, un sens, cette force va vers l'extérieur du fluide, on pousse du fluide vers l'extérieur, vers la surface, un point d'application, c'est le point de la surface où s'exerce l'action, et une valeur, c'est une force, donc une valeur en newton, et dont la formule vous sera donnée dans la diapositive suivante. Alors, petit exemple, ici, j'ai pris un ballon de baudruche, 3 éléments de surface, ici, sigma 1, sigma 2, sigma 3, et les forces pressantes à ce niveau-là, donc par rapport à la surface sigma 1, on a la force pressante F1 ici, qui est bien perpendiculaire à la surface, vers l'extérieur du fluide, appliquée à un point de la surface ici. Idem pour F2 ou pour F3. On pourrait s'en rendre compte très simplement en perçant une bouteille d'eau remplie d'eau, on la perce et on remarque que l'écoulement se fait à chaque niveau, à chaque trou, l'écoulement se fait perpendiculaire à la surface. Donc ici, on voit bien que chacune des forces est perpendiculaire à sa surface correspondante et vers l'extérieur du fluide, comme on l'a décrit dans les caractéristiques du vecteur. Donc on a parlé de direction, sens, point d'application. Voyons maintenant en détail la formule qui va me permettre de calculer la valeur de cette force pressante. La pression petit p exercée par une force pressante de valeur F sur une surface S est donnée par la relation P égale F sur S, avec P la pression en pascal, F la force pressante en newton et S la surface en mètres carrés. Ça signifie donc que si j'exerce la même force sur une petite surface, la pression sera grande. Si j'exerce la même force sur une grande surface, la pression sera petite. Donc on peut calculer la force pressante ou la pression indépendamment en fonction de la surface qu'on nous donne et des données de l'énoncé. Voyons maintenant la loi de Mariotte. À température et quantité de matière de gaz constante, le produit de la pression P par le volume V d'un gaz reste constant. C'est-à-dire qu'on peut toujours écrire P fois V égale constante. Pression fois volume égale constante pour un gaz. Ce qui signifie, si je prends un état 1, un état initial 1, un état final 2, si pression fois volume égale constante, je peux aussi écrire que P1 fois V1 égale P2 fois V2, avec P1 et P2 dans la même unité de pression, et V1 et V2 dans la même unité de volume, peu importe les unités choisies, puisqu'elles vont se simplifier de toute façon. Donc on a P1 fois V1 à un instant 1 égale P2 fois V2 à un instant 2, puisque de toute façon, P fois V égale constante. Sur un exemple, ça donne quoi? J'ai ici une seringue qui contient un volume V de gaz et j'ai relié un manomètre qui me permet de lire la pression et je lis une pression P1 ici qui correspond au volume V1. Maintenant, je vais augmenter la pression ici. Je vais appuyer plus. Donc le piston va se déplacer vers l'intérieur de la seringue. Le volume va donc diminuer. Donc à l'instant 2, j'aurai un plus petit volume. Si P1 fois V1 égale P2 fois V2, si le volume diminue, pour garder quelque chose de constant, il faut donc que la pression, ici, augmente. Ici, la pression augmente, le volume diminue, et j'aurai quelque chose de constant. Voilà illustré de cette manière-là. On a un volume plus petit et donc une pression plus importante. C'est ce qu'on appelle la loi de Mariotte, P fois V égale constante.
Et dernière chose de ce chapitre, la loi fondamentale de la statique des fluides, très importante et qui explique de nombreuses choses, de nombreux phénomènes en plongée, par exemple, ou dans les barrages hydrauliques. On a le fait que dans un fluide incompressible, alors un fluide incompressible, c'est un fluide dont la masse volumique reste constante. Donc dans un fluide incompressible et au repos, la différence de pression entre deux points A et B est donnée par la relation delta P, donc différence de pression, égale PB moins PA, c'est le delta qui me donne PB moins PA, égale ρ fois G fois ZA moins ZB. Avec PA et PB en pascal, ici, ρ la masse volumique du liquide en kilogrammes par mètre cube, puisqu'on utilise les unités du système international dans notre calcul. Donc, le pascal pour la pression, kilogramme par mètre cube pour la masse volumique du liquide, G, l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, souvent pour simplifier, vu qu'on travaille sur Terre, on prendra 10 newtons par kilogramme, et ZA et ZB, les altitudes des points A et B. ZA et ZB, c'est donc une hauteur, une différence, j'aurais pu noter delta Z ici, entre une différence d'altitude entre le point A et le point B. Cette relation, il faut bien évidemment la connaître, et elle nous donne quelques indications sur ce qui se passe à l'intérieur d'un fluide, dans l'eau ou dans l'air. Donc si je prends un exemple d'un liquide à l'équilibre, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que je peux déduire de cette formule? Que la pression est identique en tout point d'un plan horizontal. Un plan horizontal, ça signifie que le point A et le point B sont à la même hauteur. Donc s'ils sont à la même hauteur, ZA égale ZB. Donc ZA égale ZB, ça veut dire que ZA moins ZB égale 0. Donc la différence de pression est nulle, ce qui signifie que la pression est la même en tout point d'un plan horizontal. Que la pression augmente avec la profondeur. Plus la différence ici ZA moins ZB va être grande, plus la différence de pression ici est grande. Donc si je considère que mon point A, c'est la surface de l'eau, et que le point B, on va en profondeur dans l'eau, eh bien on aura quelque chose de très grand ici. Plus B va descendre, plus ici ça sera grand, et donc plus la différence sera grande, et donc plus on va plonger, plus la pression dans l'eau va être importante. Et à une même profondeur, la pression dépend de la masse volumique du liquide utilisé. Évidemment, on voit bien que delta P est proportionnel à ρ. Je n'ai pas, à une même profondeur, je n'aurai pas la même pression dans l'eau que dans l'huile ou que dans l'éthanol. Donc on aura des pressions qui dépendent de la masse volumique. Sur un exemple, qu'est-ce que ça donne? J'ai un récipient ici qui contient un liquide quelconque. J'ai 5 points, A, B, C, A', C'. Le point B est situé à une profondeur ZB qui forme une hauteur HB entre la surface et le point B. Le point A est situé à une profondeur ZA, donc une hauteur HA entre la surface et mon point A. A et A' sont à la même profondeur. C et C' se situent à la surface du liquide en contact avec l'air. Donc, C et C' sont sur la même horizontale. Par conséquent, la pression au point C est égale à la pression au point C'. Et comme ces points sont à la fois en contact avec le liquide et à la fois en contact avec l'atmosphère de l'air qu'il y a au-dessus, on peut dire que PC égale PC' égale pression atmosphérique. Je prends maintenant mes 3 points A, B, C. Comme B est plus en profondeur que A et encore plus en profondeur que C, on peut dire que la pression au point C est plus petite que la pression au point A, qui est encore plus petite que la pression au point B.
Et dernière chose, le point A et le point A' étant à la même profondeur, on a ZA égale ZA' ici dans mon calcul, dans ma formule. Donc, delta P égale 0, PA égale PA'. La pression au point A égale la pression au point A'. Ce genre de choses peut par exemple expliquer pourquoi quand vous plongez, plus vous allez en profondeur dans l'eau, plus vous avez mal aux oreilles, puisque la pression est plus forte sur vos tympans et donc il faut un certain temps d'adaptation, descendre par paliers pour éviter d'exercer une trop forte pression d'un coup sur le tympan qui est tout simplement une membrane, une paroi qui vibre à la fréquence des sons. Voilà pour ce chapitre sur la mécanique des fluides. À vous de jouer en route vers le TD P7. Au revoir.